Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une période vraiment charnière de l'histoire du Maroc, le tout début du XXe siècle. Oui, une période très complexe, pleine de bouleversements. Et notre guide pour cette analyse, c'est le récit de Mohamed Sadiq Mahaninou. On va essayer de décrypter un peu cette époque avec lui. Tout à fait. Maninou nous brosse un tableau assez saisissant. On est à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Le Maroc fait face à d'énormes défis. L'autorité centrale, le Makhzen, Le pouvoir du sultan, oui. exactement. Il est affaibli, surtout après la mort du régent Bahamed. Le jeune sultan, Moulay Abdelaziz, vient tout juste de prendre le pouvoir effectif. D'accord. Et Maninou décrit bien ce contexte. Des rébellions régionales qui éclatent, et puis l'intérêt des puissances coloniales européennes qui devient de plus en plus pressant. Une sorte de tempête parfaite en somme. C'est un peu ça, oui. Un moment de grande vulnérabilité pour le pays. Alors, entrons dans le détail. Maninou met en lumière des figures qui défient directement le sultan Moulay Abdelaziz. Il y a d'abord ce personnage, Bouéimara. Son histoire est incroyable, non? Ah oui, Bouaï Mara, l'homme à la Ness, comme on le surnommait, ou El Roghi, le prétendant. Son vrai nom, Maninou le rappelle, c'était Gilali Bendriz Zirouni. Et prétendait être qui, exactement? Il prétendait être Moulay Mohamed, le frère aîné du sultan Moulay Abdelaziz, que tout le monde croyait mort depuis longtemps. Incroyable. Et ça a pris. Étonnamment, oui. Maïnou explique qu'il a très habilement surfé sur un mécontentement populaire bien réel, notamment contre une tentative de réforme fiscale du Makhzen, le fameux tertib. Ah, cette nouvelle taxe. Oui, un impôt agricole qui devait être plus universel, mais qui était très impopulaire, rejeté par beaucoup pour différentes raisons. Les étrangers, les protégés, les Marocains eux-mêmes, riches ou pauvres. Et Bouhmara a exploité ça. Lui qui connaissait le palais, d'après Maninou. Exactement. Il avait travaillé au palais, il connaissait les rouages. Il a utilisé cette impopularité, cette contestation latente. Et donc, son appel a trouvé un écho. Oui, surtout dans l'est du Maroc, la région de Taza, Oujda, Maninou souligne qu'il a réussi à s'y maintenir pendant 7 ans. 7 ans, c'est énorme. C'est considérable, oui. Ça montre bien la fragilité du pouvoir central à ce moment-là. Maninou suggère que c'est un mélange de rumeurs, de charisme personnel, de propagande anti-Marsène. Mhm. Le tout facilité par l'instabilité ambiante et sans doute certaines ingérences étrangères discrètes. Toutes les campagnes militaires du sultan contre lui ont échoué pendant cette période, d'après Maninou. D'accord, 7 ans, c'est une épine dans le pied du sultan. Et Maninou parle d'une autre figure marquante de ces troubles, Ahmed al-Raïsouni, dans le nord cette fois. Oui, Raïsouni, dans la région montagneuse du Djabala, entre Tanger et Tétouan. Un personnage beaucoup plus ambigu selon Maninou. Ambigu, c'est-à-dire combattant ou bandit? C'est toute la question, et Maninou la laisse un peu ouverte. Raïsouni opérait depuis ces montagnes, difficiles d'accès. Les troupes du sultan n'arrivaient jamais à le coincer. Il connaissait le terrain, avait des appuis locaux. Et il se posait aussi aux étrangers, parfois. Oui, il semblait parfois s'en prendre à l'influence étrangère. Mais Maïnounou rappelle aussi son passé. Il avait déjà été arrêté par ruse sous Baye Ahmed, emprisonné à Essaouira pendant des années. Ah, bon. Oui, et il aurait été libéré grâce à des interventions, notamment celle du représentant du sultan à Tanger, Haj Mohamed Torres. C'est après ça qu'il reprend ses activités. Et c'est là qu'il commence ses fameux enlèvements d'étrangers? Maïnounou en parle en détail. Tout à fait. Des enlèvements qui ont eu un énorme retentissement international. Maïnounou cite Walter Harris, le correspondant du Times. Le journaliste britannique? Oui, une figure très influente, proche du palais. Maïnounou le dépeint même comme un possible agent d'influence, voire un espion. Et il y a eu d'autres enlèvements, hein. Oh oui, l'Américain Yon Perdikaris, un notable qui vivait près de Tanger. Son rapt a provoqué une vraie crise diplomatique. Ah oui, Maïnou raconte que les États-Unis ont menacé d'envoyer leur flotte bombarder Tanger si Perdikaris n'était pas libéré. la pression montait sérieusement sur le sultan alors. Exactement. Et c'est le point crucial pour Maïnou. Pour obtenir la libération des otages, Rezouni exigeait des rançons. Et qui payait? L'État marocain, le Makhzen, déjà en difficulté financière. Donc en gros, le Makhzen payait pour les actions de Résunie. C'est ça. Ça aggravait la dette, ça affaiblissait encore plus le sultan. Maïnou mentionne aussi l'enlèvement du caïd Macklin, L'instructeur militaire britannique? lui-même, qui avait servi à 101 et Moulay Abdelaziz.
Pour Maïnou, même si ses actions visaient peut-être l'ingérence étrangère, leur effet principal a été de déstabiliser le sultan et d'augmenter la pression financière et politique sur le Maroc. Un jeu trouble. Très trouble. D'ailleurs, Rezouni finira par soutenir Moulay Hafid contre Moulay Abdelaziz. Par ressentiment apparemment. Hafid le nommera Pacha plus tard. Et comment finit-il? Maïnou rapporte qu'il sera capturé en 1925 par un autre chef rifin, Abdelkrim al-Khattabi, et mourra peu après en captivité. Une vie mouvementée jusqu'au bout. Donc on a ce chaos interne, Boumara, Rezouni. Mais Maïnou décrit aussi autre chose, une forme de résistance qui s'organise au sud, dans le Sahara, avec Cheikh Ma Alainain. Oui, et là, la présentation de Maïnou est très différente. Ce n'est pas une défiance envers le sultan. Ah non, Au contraire, Maïnou insiste sur le fait que Ma Alainain recevait le soutien du sultan Moulay Abdelaziz. ah bon? Le sultan le soutenait Comment? avec des armes, de l'argent, des matériaux de construction même, Maninou précise. du ciment, du fer. Tout ça transitait par Essaouira, puis était acheminé jusqu'à Smara. Smara, la ville qu'il construisait dans le désert. Exactement. Une base, en quelque sorte. Mais dans quel but? Pourquoi cette alliance sultan-Mahen-Enaïn? L'objectif, selon Mahéninou, était de préparer un front de résistance. Contre les puissances coloniales. La France et l'Espagne. Principalement, oui. La France qui avançait depuis l'Algérie, l'Espagne sur les côtes sahariennes, c'est une dynamique intéressante. Un leader régional fort qui s'allie au pouvoir central face à la menace extérieure. Et Mahéninou replace ça dans un contexte historique plus large. Oui, il évoque l'héritage des grands mouvements venus du Sahara, comme les Almoravides, les Saadiens, et il mentionne même qu'un des fils de Maalainain, El Iba, montera plus tard jusqu'à Marrakech pour se proclamer sultan et organiser la lutte. Fascinant. Donc, pendant que le sultan gère Bouamara et Rezouni et soutient Maalainain, il y a cette pression française constante depuis l'Algérie. Marquez-nous insiste beaucoup là-dessus. Absolument. C'est un point clé de son analyse. La vision française de l'Algérie. C'est-à-dire? Pour la France, l'Algérie, c'était la France. Un territoire intégral, et ça justifiait, à leurs yeux, une expansion continue vers l'ouest, vers des régions historiquement liées au Maroc, le Touat, le Gourara, le Tidik-Kelt. Il grignotait le territoire, en fait. C'est ça. Il se rapprochait de Béchar, il commençait à viser Tindouf. Et Tindouf? Marquez-nous dit quelque chose de spécifique sur Tindouf. Il souligne un point qu'il juge important. Jusqu'en 1956, administrativement, Tindouf dépendait d'Agadir. Donc, du Maroc. Voilà. Pour Maïnou, c'est la preuve des conséquences à long terme de cette politique française du fait accompli. Il oppose ça au protectorat futur. Où le sultan ou le bey reste en place, en théorie. C'est ça. En Tunisie, le bey ottoman est resté. Au Maroc, le sultan gardera un pouvoir législatif théorique. Mais là, c'était une annexion de fait qui affaiblissait le Maroc bien avant 1912. Et les populations locales, elles réagissaient comment, d'après Maïnou? Elles résistaient comme elles pouvaient. Et surtout, elles maintenaient leur allégeance au sultan du Maroc. Un signe de ça? La prière du vendredi, la routba. Maïnou dit qu'elle continuait à être prononcée au nom du sultan. Un lien spirituel et politique fort, malgré tout. Le pauvre sultan Moulay Abdelaziz. Il est vraiment pris en métaux. Le chaos dedans, la pression française dehors. C'est exactement ça, une situation intenable. Et c'est là, dans ce contexte de faiblesse extrême, qu'arrivent ceux que Mahanicou décrit comme le coup de grâce financier, l'emprunt de 1904. Ah, l'emprunt de 1904, oui. Mahanicou le présente comme un tournant absolument critique, catastrophique même. Négocier avec qui? Un consortium bancaire mené par la Banque de Paris et des Pays-Bas, Paribas, en gros. Et le montant? 62,5 millions de francs or, une somme énorme pour l'époque. Mais ce sont surtout les conditions qui étaient terribles, selon Mahanicou. Quelles conditions? Racontez-nous ça. Mahanicou les détaille bien. D'abord, un taux d'intérêt élevé, 5%. Ensuite, une durée de remboursement très longue, 36 ans, jusqu'en 1939. Ça engageait le pays sur des décennies. Et le pire, selon lui, c'est la clause d'exclusivité. C'est-à-dire? Le Maroc s'interdisait de contracter tout autre emprunt auprès d'une autre puissance ou banque sans l'accord de la France. Donc, impossible d'aller voir les Anglais ou les Allemands pour un meilleur taux. Impossible. Mahanicou dit que la France verrouillait complètement les finances marocaines. C'était ça le but. Et les garanties? Qu'est-ce que le Maroc a donné en garantie? C'est là que ça devient vraiment dramatique. Comme le Maroc n'avait pas grand-chose à hypothéquer, les banques ont exigé le contrôle direct de la principale source de revenus de l'État. Les douanes. Oui, les droits de douane perçus dans les principaux ports.
Casablanca, Essaouira, Larache, Rabat. Attendez, ça veut dire que des Français étaient dans les ports pour collecter l'argent, physiquement. C'est exactement ce que décrit Mazinou. Il utilise une image forte. Des contrôleurs financiers français étaient assis devant les Zoumana, les administrateurs marocains des douanes. Et ils faisaient quoi? Ils surveillaient les recettes quotidiennes des importations et des exportations. Mazinou rappelle ce que le Maroc exportait: céréales, bétail, huile, peau. Et chaque soir, hop, une partie des recettes était prélevée à la source. Directement pour rembourser la banque. Voilà. Avant même que l'argent n'entre dans les caisses du Magzen. C'était la banqueroute organisée en quelque sorte, la banque à la caisse du Trésor. C'est une perte totale de souveraineté financière. Mazinou dit que c'est la fin à ce moment-là. C'est son analyse très claire. Pour lui, 1904 marque la fin de l'indépendance financière du Maroc. Point final. Le pays étant grillé, ses revenus vitaux sont contrôlés par l'étranger. Ça resserre l'étau colonial de façon décisive, bien avant le traité de Fès. Et la délégation marocaine qui a négocié à Paris à le livre. Mainino raconte qu'elle était un peu démunie face aux banquiers de Paribas, décrits comme très habiles, très forts. Ils ont imposé leurs conditions. Bon, si on résume ce tableau brossé par Mohamed Sadik Maininu, on a un Maroc au début du XXe siècle complètement fragmenté, des rébellions internes type Bouamara, Raïsouni, des résistances soutenues par le sultan, comme Ma al-Nahen au sud, Oui, et en même temps cette pression française qui ne cesse de monter, territorialement depuis l'Algérie, et puis financièrement avec cet emprunt terrible de 1904. c'est un tableau complexe, oui. De faiblesses internes, de tentatives de résistance diverses, mais peut-être désordonnées. Mhm. Et face à ça, une puissance extérieure, la France surtout, qui avance méthodiquement ses pions. Et ce que Madaninou montre bien, c'est comment tout ça s'entremêle, non? Les problèmes internes et la pression externe. Exactement. C'est ça qui est frappant dans son récit. Les deux se nourrissent mutuellement. Les rébellions affaiblissent le sultan face aux étrangers, et l'ingérence étrangère, qu'elle soit politique, militaire ou financière, elle attise les tensions internes, elle crée de l'instabilité, ça favorise les révoltes. C'est un cercle vicieux. Et l'emprunt de 1904, ce n'est donc pas juste une mauvaise affaire. Pas du tout. Pour Marininou, c'est une étape stratégique majeure vers la colonisation. En contrôlant les finances, la France tenait le Maroc. Ça rendait la suite presque inévitable, selon lui. La conférence d'Algésiras en 1906, les crises qui vont suivre, tout ça amène au protectorat de 1912. D'ailleurs, Marinino annonce la suite, non? Les événements de 1905. Oui, il dit que 1905 sera une autre année cruciale, avec un événement qui redonnera un peu d'espoir et un autre qui enfoncera encore plus le pays. On verra ça. Une dernière pensée peut-être, qui nous vient de cette exploration avec Marinino. Il insiste au début sur l'importance de la mémoire nationale pour comprendre le présent. Quand on voit ces figures complexes, comme Rezoni, ces résistances si différentes, Bou Amara contre le sultan, Mal al-Aynan avec lui, et puis les faiblesses, les collaborations aussi, comment est-ce qu'une nation aujourd'hui peut rassembler tous ces récits parfois contradictoires pour construire une vision cohérente de son passé? Ce passé qui a forgé ce qu'elle est devenue. C'est une excellente question. Comment intégrer toute cette complexité, ces ambiguïtés, ces trajectoires diverses dans un récit national partagé? Surtout quand ce passé est encore relativement proche et sensible, c'est sans doute un défi constant. Un défi constant, oui, une question qui reste ouverte et sur laquelle on peut réfléchir après cette discussion.